Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café. Vous avez eu droit à une couverture assez exhaustive, revue de presse, en mode revue de presse sur l'actualité du CES, le Consumer Electronic Show qui a eu lieu à Las Vegas en ce début d'année 2024. Et comme chaque année, évidemment, ça nous permet de savoir quelles sont un peu les tendances en matière d'innovation. On a souligné tout ce qui nous prêtait à sourire, tout ce qui nous faisait lever les sourcils, tout ce qui était un petit peu plus convaincant. On a traité de quelques sujets phares dans la tech et un tout petit peu de jeux vidéo. Et là, on va aller plus loin, on va aller creuser l'expertise dans cet épisode supplément. Je suis Guillaume Vendée et j'ai l'immense plaisir et bonheur de retrouver celui qui a préparé le conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, et comment vas-tu ? Mais ça va très bien. Eh bien, parfait. Ça va nous permettre, juste avant d'aborder les sujets que tu nous as sélectionnés, de rappeler aux internautes à quel point c'est important qu'ils puissent envisager de nous soutenir sur Patreon, patreon.com/techcafé. Parmi tous les avantages habituels qu'il y en a un en plus qui s'est rajouté en ce début d'année 2024. C'est des meet-up virtuels privés réservés aux personnes qui nous soutiennent sur Patreon pour découvrir des sujets. La prochaine édition aura lieu le jeudi 1er février. Ce sera Valkan qui fait le podcast de la semaine de Valkan, qui va parler d'Obsidian, un outil de prise de notes en Markdown très cool qui vous permet d'avoir en plus la gestion de vos données en local sur l'ordi, donc ça part pas sur le cloud, etc., etc. Il y a toute une philosophie derrière qui est assez intéressante, donc vous pourriez y accéder très prochainement si vous êtes abonné à Patreon Tech Café. Et puis, si l'idée vous plaît, vous n'hésiterez pas à la partager de notre côté pour qu'on puisse renouveler l'opération. J'ai plein d'idées d'animation comme ça en réel, en live plutôt, qu'on pourra faire ensemble. Et donc, je voudrais évidemment dérouler le traditionnel tapis rouge pour Ch'tio et Baptiste Magarian qui ont accepté de nous soutenir sur patreon.com/techcafé. Je vous invite aussi à déposer un avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, et à vous inscrire plutôt, à vous connecter sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Vous pourrez discuter entre vous et avec nous. Merci beaucoup à celles et ceux qui sont présents et qui interagissent, qui nous font les petits retours et avec qui on discute de tech, mais pas que, on discute aussi de beaucoup d'autres choses. Guillaume, sans autre forme de procès, on va plonger comme Picsou dans son coffre-fort rempli de pièces d'or, nous plonger les deux mains en avant dans les news tech que tu nous as sélectionnés pour cet épisode. À commencer par, j'ai un petit peu peur de la thématique principale, le journal du coin. Alors, est-ce que tu vas nous reparler d'une nouvelle hype autour de la crypto-monnaie qui va déferler sur nous en 2024 ? Oui, bien sûr. On l'attendait autant que GTA 6 ou le prochain album de Taylor Swift. Bien sûr, voilà, les ETF Bitcoin sont désormais une réalité. Alors, ETF, ça veut dire Exchange Trade Funds, ça veut dire fonds négociés en bourse. Et donc, c'est des produits financiers sur lesquels on va faire du trading standard en bourse, comme avec des actions Apple par exemple. Plus besoin de passer par l'intermédiaire spécialisé, comme des bourses crypto comme Coinbase ou FTX, qui n'ont pas une super image de marque. Donc après une fausse annonce, la SEC a bel et bien officialisé qu'elle autorisait les grands fonds comme ceux de Grayscale, BlackRock, Fidelity à émettre des ETF avec la crypto favorite des écolos. Donc Donc soit c'est directement des cryptos, soit c'est des produits financiers avec des cryptos dedans. Encore plus de monde va donc pouvoir spéculer sur le cours de la crypto, encore plus de fric à se faire dans le plus grand casino du monde. Voilà une perspective qui excite les crypto-bros depuis des mois. Le Bitcoin monte régulièrement depuis octobre, il a atteint brièvement les 42 000 € récemment. Là, il se situe plutôt autour de 40 000 plutôt que de 42 000, mais bon, c'est quand même 2 fois plus qu'il y a un an. On se retrouve donc dans une situation assez cocasse, finalement, où la valeur du Bitcoin est propulsée par son adoption par la finance institutionnelle, celle-là même qu'il était à l'origine censé combattre, voire même remplacer. Alors, souvenons-nous quand même que Bitcoin a été créé en 2009 en réaction à la crise de l'année précédente, comme une alternative aux banques et à la finance traditionnelle, une alternative décentralisée et libertaire, pleinement démocratique, et 15 ans plus tard, on se retrouve avec une monnaie qui est maintenue par une poignée de grosses fermes de minage géantes qui consomment des terawatts et qui sera vendue comme un produit financier lambda, comme un autre, par BlackRock, moyennant d'ailleurs aussi une juteuse commission, bien entendu. Bon, so long, les idéaux de jeunesse. Tant que le cours monte, après tout, on s'en fout. Remarquez donc bien que le cours de Bitcoin monte parce qu'il monte. Il n'y a aucune innovation technologique derrière, aucune adoption sur un secteur économique réel, c'est toujours le même bon vieux papy des cryptos, le cours monte parce qu'on anticipe que plus de gens vont investir, que plus de gens vont en vouloir, et donc il va y avoir une grosse demande. Ça s'appelle quoi, la spéculation, un truc comme ça, un truc comme ça, il me semble, effectivement.
Mais d'ailleurs, justement, hein, en réalité, la valeur ajoutée des ETF est nulle. En fait, elle est même négative puisqu'il faut payer une commission à tous ces grands fonds de pension. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le milliardaire Kevin O'Leary qui est un fervent partisan de Bitcoin, hein, attention, pas un de ces gauchistes bizarres, c'est un fervent partisan de Bitcoin qui en a acheté énormément et qui ne voit pourtant aucune raison d'acheter des ETF. En fait, il est très optimiste sur le cours de sa crypto favorite, mais il voit pas l'intérêt de mettre des fonds d'investissement au milieu, tout simplement, hein. L'incursion de la finance traditionnelle, d'ailleurs, n'est pas forcément bien vue par ce qu'on pourrait appeler les puristes du Bitcoin. La flambée des cours sera-t-elle durable? Ouais, je vais toujours pas me risquer à faire des projections sur les états émotionnels futurs des investisseurs. Techniquement, on peut tabler quand même sur un cours relativement haut par rapport à aujourd'hui, sur un moyen terme, parce qu'il y a aussi le halving qui arrive au mois d'avril. Mmh. Le halving, sauf erreur, c'est quand, il y a une intervention sur, la blockchain et évidemment ça, change un petit peu les possibilités de minage, Guillaume. Oui, en fait, tous les 4 ans, la récompense des mineurs de Bitcoin est divisée par 2, d'où le terme halving, the half halving. Et Mmh. c'est comme ça, hein, c'est dans le code du Rien à voir Bitcoin. avec l'extraterrestre alors? Moi je croyais que c'était ça. Non, pas assez, ni les chipmunks. Non, ni l'un ni l'autre. Mais voilà, c'est dans le code du Bitcoin, c'est prévu donc qu'il se raréfie avec le temps, tous les 4 ans, enfin pour être précis, c'est tous les 210 000 blocs. Il est prévu que le livre, voilà, par le livre-banque Bitcoin, hein, il soit produit moins de Bitcoin. Donc sa raréfaction faisant mécaniquement augmenter son cours. Donc, le prix de chaque Bitcoin augmente, hein, compense la perte des mineurs, et qui donc peuvent continuer le processus. Alors historiquement, c'est déjà arrivé 3 fois, donc il y a déjà 3 halvings. On constate effectivement après chacun une hausse des cours, parfois énorme, mais il faut se méfier quand même des courbes qu'on voit un petit peu sur les sites de crypto. Je vais sur les sites et effectivement, c'est toujours un peu la même courbe, et c'est toujours une courbe avec une échelle logarithmique. Et donc cette échelle logarithmique, elle écrase pas mal les fluctuations, et elle montre une tendance à la hausse qui est un peu plus flatteuse. En particulier, un an après le dernier halving, celui de 2020, hein, on était à plus 559%. Alors c'est super, mais le halving a eu lieu le 5 novembre, en pleine crise Covid, et un an plus tard, c'était 2021. 2021, c'était le boom des cryptos. On s'en souvient très bien, et d'ailleurs on se souvient très bien aussi du crash de mi-2022, qui a eu lieu un an plus tard. Et en réalité, en novembre 2020, on était effectivement sur un Bitcoin dans les 13 000 $, hein, donc voilà. Novembre 2021, un an après un petit crack en juin d'ailleurs, on était à plus de 50 000. Donc effectivement, il y a eu une explosion incroyable. Mais un an après ce niveau-là, on était encore à 15 000 $. Ce qui veut dire que 2 ans après le halving numéro 3, hein, on était à peu près revenu au même point. Donc il est probable que le halving numéro 4 fasse grimper les cours à court terme, hein. Profitez-en si vous voulez, je veux rien avoir à faire avec ça. Mais n'imaginez pas que les cours d'avril ou mai 2024 préfigurent un Bitcoin à 100-200 000 balles en 2025. Parce que ça, absolument rien ne le garantit. D'ailleurs, en avril et juin 2024, il y aura aussi d'autres petits trucs, question crypto, puisqu'il va y avoir une nouvelle réglementation donc en France et en Europe. Alors en avril, il y aura un changement d'ordre fiscal en France, hein, plutôt favorable aux particuliers, puisque justement, les gains des cryptos seront taxés différemment selon que vous êtes un pro ou pas. Donc il y a un changement de barème, voilà, il faudra voir ça pour la prochaine déclaration. En juin 2024, ça sera l'entrée en vigueur du MiCA. Alors MiCA, ça veut dire Markets in Crypto Assets. Et oui, moi aussi j'y ai pensé, mais j'ai rien trouvé d'intelligent à faire avec. Enfin, ce sera le début en fait d'une série de mesures d'encadrement des cryptos. Ça commencera par l'obligation pour les émetteurs de stablecoin de garantir la stabilité de leur devise, parce que on va dire qu'il y a eu des précédents où ça s'est pas très bien passé. Donc progressivement, on aura aussi des règles pour lutter contre le blanchiment d'argent, donc une traçabilité des cryptoactifs, qui finalement devrait être similaire, en fait, en tout cas, dans le but, ce serait qu'elle soit similaire à ce qui se fait pour le reste des actifs traditionnels, en fait. Donc il y aura aussi des volets de protection, des investisseurs, un cadre légal uniformisé en Europe. On pourra sans doute y passer un épisode entier d'ailleurs, mais bon. Et encore, le MiCA ne couvre pas, en tout cas pas encore les NFT, ni même les entreprises de finances décentralisées, les de DeFi au sens général. Donc peut-être qu'il y aura même un MiCA 2 pour couvrir ça ultérieurement, on va savoir. En attendant un Mikado. Tu nous avais parlé, Guillaume, du faux CEO qui n'existait pas. Tu reviens dessus? Oui, la semaine dernière, je crois, je parlais d'Hyperverse, un fonds arnaque crypto, et de son faux PDG qui était apparu en tout et pour tout une seule fois sur Internet. En fait, c'était pas un deepfake du tout, c'était juste un acteur, qui était d'ailleurs lui-même pas au courant de ce qui se passait, qui s'appelle Stephen Harrison, il est anglais, il vient de Thaïlande. Il a été engagé pour tourner quelques vidéos sur 9 mois pour 6 heures par mois maximum. Il a été
rémunéré 7 500 $ pour ça, avec un costard gratuit, et on leur a rien dit, en fait. Il a découvert le scandale, donc le scandale Hyperverse, dans les journaux. Il a été choqué, il s'est dit, bien sûr, désolé pour les victimes, hein. Lui, en tout cas, n'a rien empoché en crypto. Donc Harrison, évidemment, tu peux dire, il a quand même vu le texte, quoi. Il savait ce qu'il disait, quoi, tu vois. Bon, c'est bien qu'il jouait le PDG d'une boîte, alors qu'il était évidemment pas PDG, et qu'il n'avait pas non plus... de plus, on l'a Bah oui. présenté, si tu veux, comme étant un universitaire de la Ivy League, je sais pas quoi, bon, il n'est pas du tout ça. Mais ça l'a pas choqué sur le moment, et c'est peut-être ça le plus étonnant, parce que d'après lui, beaucoup de gens engagent des acteurs pour représenter des business. Donc ça se fait, en fait, ça se fait, quoi. Ah Et oui. il a jeté un coup d'œil à l'époque sur Internet pour voir ce qu'on disait d'Hyperverse, et à l'époque, on disait rien de mal. On disait pas grand-chose de toute façon, et de plus, il connaissait rien au crypto, donc il a dit banco. Et du coup, il est devenu le visage d'Hyperverse, hein, et donc aussi une partie de sa crédibilité. Comme quoi, il n'y a pas toujours besoin d'IA, tu vois. Bon, bah écoute, parfait. Simplement le bon vieux masque traditionnel, ça marche bien aussi. On termine cette petite rubrique avec une petite section pseudonymité. Ça revient régulièrement à la charge, ça. Oui, c'est bien c'est bien, t'as dit ça, en fait, c'est une section pédophilie, mais bon, c'est mieux de le présenter comme ça. Puisqu'effectivement, Chainalysis vient de publier un rapport tout à fait joyeux et réconfortant, hein, sur l'usage des crypto-monnaies chez les revendeurs de contenu pédophile. Alors je sais, ça donne envie, on est dans la galéjade, mais bon, c'est quand même intéressant parce que on voit des évolutions. En fait, très tôt, les transactions autour de contenus pédophiles, hein, sur le dark web ont adopté les cryptos parce qu'il y avait la promesse de l'anonymat, évidemment. Mais cet anonymat, finalement, c'est comme pseudonymat. Il n'y a pas de nom, mais toutes les adresses et les transactions sont traçables, et la police utilise tout ça goulûment, évidemment. Donc la durée de vie d'un vendeur d'images pédophiles sur Internet, en 2020, c'était 106 jours en moyenne. Or, si on regarde la tendance, cette durée de vie augmente régulièrement avec les années. Donc c'était 269 jours en 2021 et c'est 884 aujourd'hui. Alors on se console en disant que le chiffre d'affaires total, par contre, de la pédophilie sur Internet, quant à lui, a baissé depuis 2021. Mais par contre, la durée de vie moyenne des gens, les gens ils sont là plus longtemps, quoi. Donc la tendance, c'est qu'il y a moins d'acteurs, mais qui sont plus malins. En particulier, les vendeurs utilisent désormais du Monero ou du Zcash. Et ils font appel à des mixeurs, donc des services de blanchiment de crypto-monnaies, hein, ni plus ni moins. Alors c'est des services qui prennent tes bitcoins, par exemple, hein, qui les échangent contre du Monero, qui mélangent ça sur plusieurs portefeuilles, et qui te rendent la somme en Monero sans t'avoir, bien sûr, rien demandé, bien entendu, comme information sur ton identité, puisque l'opacité, c'est l'argument de vente. Donc la police fait un petit peu la chasse aux mixeurs. Il y a Chipmixer qui est mort en mars dernier, mais il en reste d'autres, hein. Et globalement, le Monero est de plus en plus utilisé par les pédophiles, hein. Il est nettement plus difficile à tracer que le Bitcoin, ou que l'Ethereum, ou que la plupart, disons, des autres crypto-monnaies qui ne sont pas spécifiquement faites pour, pour la vie privée. En fait, Chainalysis lui-même posséderait des outils qui permettaient quand même d'y voir un petit peu plus clair dans les transactions, même sur les privacy coins. C'est vraiment ces cryptos secrètes. En 2021, il se vantait à la police italienne de pouvoir identifier l'expéditeur probable de fonds Monero 65% du temps, et les destinataires probables de fonds 20% du temps. Donc il y a quand même à peu près tous les clients d'un dealer asiatique, hein, qui auraient été identifiés grâce à la saisie de son portefeuille. Mais bon, tout ça est secret. Évidemment, c'est confidentiel, c'est compréhensible, hein, vu la sensibilité du sujet. Les experts en blockchain préfèrent garder leurs atouts pour eux, et apparemment, ils en ont quelques-uns, même pour les plus discrètes des cryptos. Magnifique, merci beaucoup Guillaume. On enchaîne avec une rubrique que tu m'as présentée comme étant fort mystérieuse, et comme j'ai pas préparé cette émission avec l'intégralité de son contenu comme j'aime à le faire à chaque fois, je suis d'autant plus circonspect. Tu commences à mettre les titres en serpentard, donc évidemment ça nous intrigue tous. Guillaume, tu voudrais commencer par nous parler d'OpenAI qui ouvre son store. Est-ce qu'on est au début de la grande ère de l'App Store d'OpenAI? Eh bah oui, hein, ça y est, quelques news OpenAI, donc / Microsoft d'ailleurs, un petit peu en vrac. Et oui, le GPT Store est ouvert, ça y est, tu peux donc trouver plein de chatbots à pas cher, avec plus ou moins de valeur ajoutée d'ailleurs. Alors, quelle monétisation pour OpenAI, c'est pas si clair, et ça pointe du doigt d'ailleurs une contradiction parmi d'autres, hein, pour la boîte, puisqu'on peut lire sur leur site que les concepteurs de chatbots seront rémunérés selon l'engagement que suscitent leurs œuvres. Bon alors, donc ça veut dire qu'OpenAI cherche, comme tout le monde, hein, à maximiser l'engagement, c'est-à-dire le temps et les interactions qu'on fait sur son service. Pourtant, Sam Altman témoignait devant le Sénat il y a 7 mois exactement, et il disait explicitement qu'OpenAI, à la différence de toutes les autres grosses boîtes tech, ne cherchait pas à maximiser l'engagement. Donc c'est étonnant, OpenAI cherche l'engagement ou pas? Oui, évidemment qu'il cherche l'engagement comme tout le monde, puisque le temps que passent les gens sur Character.AI, sur Claude, ou chez Inflection, c'est du temps qui passe pas sur GPT, et donc voilà, OpenAI veut rester number one.
Donc il veut retenir le plus possible ses utilisateurs, et voilà, du coup, ça paraît assez logique, mais bon. Et c'est pas la seule contradiction chez OpenAI, qui veut créer donc des super intelligences capables de remplacer les humains dans toutes les tâches. C'est leur ambition avouée, c'est marqué noir sur blanc, dans leur doc, mais c'est aussi un petit peu inquiétant. Alors quand Andrei Karpathy, qui est chercheur assez connu d'ailleurs sur Twitter, a tweeté donc justement qu'il voulait seulement faire des super outils pour tous et pas du tout une entité super intelligente, Sam Altman, il a liké. Voilà, il a dit oui, c'est super. Ah ah. Mais du coup, on se demande, vous voulez faire quoi en fait? Vous voulez remplacer ou pas remplacer? Et vous mettez le cœur sur où entre un super outil et un truc qui remplace quelqu'un? C'est pas clair, hein? Et bon, avec la croissance, OpenAI est confronté à des dilemmes, d'ailleurs. Bon, là, alors, les élections se rapprochent. Et donc, ils ont modifié leurs règles d'utilisation. Donc, désormais, c'est interdit d'utiliser ChatGPT ou DALL-E pour interférer avec le processus électoral. Se faire passer pour un candidat au gouvernement, utiliser l'outil pour des campagnes ou du lobbying, c'est désormais explicitement interdit. D'ailleurs, DALL-E 3 devrait inclure le Content Credential. Tu sais, ce watermarking pour tracer les images génératives avec le petit logo CR, là, qu'on va probablement voir arriver donc chez OpenAI aussi. Autre changement, mais plus ambigu, il retire de sa politique d'utilisation les mentions d'usage militaire. Avant, l'usage militaire, c'était explicitement interdit. Depuis le 10 janvier, ça a été remplacé par un truc beaucoup plus général. Ne pas se faire de mal à soi-même ou aux autres. Avec un exemple, ne pas développer d'armes. Mais il n'y a plus aucune mention spécifique aux usages militaires. Alors ça veut dire quoi? Que cette nouvelle formulation englobe la précédente? Est-ce que ça veut dire que de futurs contrats avec le Pentagone sont à exclure, ou alors que justement c'est plus à exclure? Parce que Microsoft, où ils sont bien copains quand même, ils travaillent avec l'armée. Et c'est toujours des contrats très juteux avec l'armée, ça c'est assez cool. Souvenez-vous, le contrat de Jedi, qui à 10 milliards de dollars quand même, bon, il est tombé à l'eau, mais c'était à cause des contestations de la concurrence, sinon c'était fait. Donc un mot de Microsoft du coup, puisqu'on y est, pour finir, qui lâche les chevaux sur les copilotes, là ça y est, puisque tout le monde peut en avoir un, ça y est. Vous l'attendiez avec impatience, avec l'impatience d'un chat à 18h devant sa gamelle de croquettes. Copilot Pro est désormais disponible même pour les petites entreprises avec moins de 300 employés, alors qu'avant il y avait un seuil. C'est aussi disponible pour les particuliers sur Office 365, moyennant un abonnement de 30$ par mois et par personne. Donc on pourra avoir des IA partout dans notre PC IA, évidemment, vraiment partout, puisque même ce bon vieux Notepad va avoir une fonction générative. Donc attention, incroyable, le bloc-notes de Windows après Paint. Maintenant, c'est le bloc-notes de Windows 11 qui devrait intégrer donc CoWriter, qui est donc générateur de texte, donc en gros GPT, qui génère tes textes directement dans Notepad. Bon, apparemment, ce sera dans une certaine mesure, puisqu'il y aura un système de crédit, comme dans le co-créateur de Paint. Donc en gros, c'est une démo. Si tu veux plus de crédit, il faudra payer, sinon ça va plus marcher, ou ça va marcher beaucoup plus lentement. Perso, je suis pas super fan de voir mon OS colonisé, envahi de myriades de services web semi-payants qui font transiter je ne sais quoi par je ne sais quel serveur, mais bon, ça, c'est les PC IA. Ouais, mais c'est malheureusement une tendance à laquelle il va probablement falloir devoir s'habituer. Certains disent que c'est dans l'air du temps. Allez, on continue avec une mauvaise perspective, Guillaume, parce que ça risque de nous manquer moins de lithium. Mais alors non, au contraire, on va pouvoir s'en passer, c'est ça que tu veux dire. Exactement, c'est ça. Pardon. Et oui, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais les IA sont pas seulement des générateurs de Wi-Fi à gros seins, avec lesquels on peut par ailleurs discuter de l'existentialisme au siècle de l'intelligence artificielle. Non, ça peut aussi servir la science, la vraie, et la technologie du coup. Donc voilà, donc lui, vous, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, quoi. Mais bref, le PNNL, le Pacific Northwest National Laboratory, aux États-Unis bien sûr, a collaboré avec Microsoft à travers la plateforme Azure Quantum Elements pour trouver un matériau de remplacement pour les batteries au lithium-ion. En particulier, un qui utilise moins de lithium. Et l'algo dans l'Azure a pendu 32 millions de candidats potentiels, et c'est beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est beaucoup. Alors, mais heureusement, c'est comme quand tu fais une recherche. Tu rajoutes le mot-clé stable, il n'en reste plus que 500 000. C'est le truc qui se dégrade pas tout seul ou qui explose pas spontanément. Et ça fait toujours beaucoup, donc on a fini encore la recherche avec plus de critères, comme sur Google, quoi. Et on se retrouve avec seulement 23 candidats quand on demande un matériau avec de bonnes propriétés électriques, qui soit pas trop cher, pas trop compliqué à fabriquer, tout ça. Et un de ces candidats a déjà été produit et intégré dans une batterie qui a même réussi à allumer une ampoule. C'est un bon début. Donc il y a tous les... Bon, après, il y en a aussi d'autres, et puis après, il y a aussi tous les réglages fins sur le produit fini lui-même. Donc voilà, vous trouverez pas ça dès demain chez Amazon ou dans votre Rabbit R12, mais c'est très prometteur. Ces nouveaux matériaux pourraient réduire donc les besoins en lithium de 70% quand même, en utilisant une combinaison avec le sodium. Et si ça se concrétise, c'est quand même majeur, parce que 70% de lithium en moins, quand on connaît les projections des besoins sur ce métal à l'ère des voitures électriques,
C'est très significatif. C'est d'autant moins de minerais à extraire, c'est donc d'autant moins de mines, quoi. C'est vraiment très significatif. Alors concrètement, comment ça s'est passé? Dès le mois d'août, en fait, les scientifiques avaient déjà leurs 32 millions de candidats. Et donc, il y a des algorithmes de machine learning qui ont été utilisés pour faire le tri. Donc, ils ont été entraînés pour approximer, en fait, les algos de physique brute, mais ils sont beaucoup plus rapides. Les algos IA sont utilisés pour faire le gros du tri, en fait, de 32 millions à 500 000. Puis d'autres algos, aussi IA, aussi de machine learning, pour passer de 500 000 à 800 candidats. Et à ce niveau-là, par contre, ce sont des algorithmes standards de physique, donc de physique dure, sur superordinateur, qui prennent le relais, avec une phase d'approximation un peu grossière, pour passer de 800 à 150 candidats, puis une simulation moléculaire fine, pour passer de 150 à 18. À partir de là, les physiciens des matériaux, voilà les vrais, les costauds, les barbus, ils arrivent pour étudier le truc en détail, le synthétiser, le tester, etc. etc. Donc cette méthodologie, finalement, c'est quand même un changement de paradigme très important, puisqu'en fait, tu peux faire du chiffre, quoi. Tu peux passer en revue des millions de possibilités assez rapidement, ce qui est impossible à faire en faisant de la modélisation traditionnelle, parce que en fait, les algorithmes de physique brute, ils sont très précis, mais ils sont beaucoup plus lents. La machine learning en physique, ça pourrait du coup accélérer beaucoup la découverte de nouveaux matériaux et du coup amener à des améliorations technologiques qui sont aussi beaucoup plus rapides. Ok, des belles perspectives de recherche, c'est très chouette. Tu parlais de l'intelligence artificielle, Guillaume, tu as noté, l'IA laissera son empreinte dans le digital. Attention, quand on utilise ce terme, Guillaume, au passage. Oui, une autre découverte à plus petite échelle, les empreintes digitales des doigts d'une même personne ne sont pas uniques. Et ça, c'est une très grosse surprise. Parce qu'on pensait que les empreintes de chaque doigt d'une même personne étaient donc toutes uniques. Et que donc si par exemple, je laisse mon empreinte de mon index sur une scène de crime et celle de mon auriculaire sur une autre scène de crime, il serait impossible de faire le lien entre les deux et de me retrouver. D'après une étude des ingénieurs de chez Columbia, c'est faux. Et c'est un algorithme de deep learning qui le prouve. Donc l'algo, c'est un réseau contrastif. Alors je pense que c'est comme ça que ça se dit en français. Le principe, c'est que dans ce cas, on a des milliers d'images d'empreintes digitales et on va les diviser en deux groupes. Le premier groupe comprend des empreintes de personnes qui sont différentes à chaque fois, donc c'est pas les mêmes personnes, c'est des empreintes de personnes différentes. Et l'autre, ce sont différents doigts d'une même personne. Et le réseau va prendre ces images, évidemment il va donc les convertir, il va les projeter dans un espace mathématique, dans un espace mental, un espace abstrait, et il va le projeter avec la contrainte suivante. Les empreintes des doigts d'une même personne vont être proches dans cet espace abstrait, et à l'inverse, les empreintes des doigts de personnes différentes devront être éloignées donc dans cet espace abstrait. Donc petit à petit, au fur et à mesure des exemples, il va rapprocher les vecteurs qui doivent être proches, et il va éloigner, il va dégager, comme ça il va éloigner les autres. Après 60 000 exemples, donc on lui montre de nouvelles empreintes qu'il n'a jamais vues, et on regarde en gros si elles sont loin ou proches donc dans cet espace-là pour décider si elles appartiennent à la même personne ou pas. Et dans 67 à 80% des cas, le nouvel algo trouve la bonne réponse, selon le nombre d'empreintes qu'on lui présente. 77% des cas, c'est s'il n'y a que 2 empreintes, sinon c'est plus. Donc en fait, c'est pas du hasard, clairement, c'est pas une chance sur deux, quoi. Clairement, l'algorithme arrive avec une certaine probabilité à associer des empreintes d'une même personne à une même personne. Donc l'article qui relate cette découverte a énormément étonné la communauté médico-légale, à tel point qu'il s'est fait rejeter 2 fois. Pourtant, les résultats sont robustes, avec un dataset relativement modeste, et on peut imaginer que l'algo se perfectionne nettement avec des millions d'exemples supplémentaires. Donc tout ça a des implications pratiques très importantes, puisque des cas classés pourraient être réouverts, des indices qui étaient a priori inexploitables pourraient s'avérer finalement utiles. Alors pourquoi l'algo a réussi à voir des correspondances là où les experts n'en voient aucune depuis des décennies? Parce qu'il a développé son propre regard, si on veut. Au lieu de faire attention aux extrémités et aux bifurcations des petites lignes des empreintes, qu'on appelle les minutiae d'ailleurs, comme on les appelle, voilà, c'est comme moi je ne connaissais pas, mais apparemment ça s'appelle les minutiae, elle s'intéresse aux courbures et aux angles de ces lignes, en particulier vers le centre de l'empreinte. Donc elle regarde pas la même chose. Et apparemment, la méthode développée par les humains n'est pas optimale, et l'algo a trouvé mieux, en tout cas pour faire le boulot qu'on lui demande. C'est marrant. C'est magnifique. Merci beaucoup. On continue avec ce qui a probablement motivé le titre de cette rubrique, le cover de cet épisode, et qui m'aura décidément amené beaucoup de hype. Guillaume, tu vas nous parler... Ah mince, j'aurais dû regarder avant. C'est quoi le nom de l'étude ou de la passion autour des serpents? La serpentologie? Bon, j'en sais rien. Tu veux nous parler en tout cas du Black Mamba, c'est ça? C'est l'ophio quelque chose, non? C'est l'ophiolatrie, je sais pas. Non. Je vais aller chercher, vas-y. Oui, j'avais dit qu'on ferait un retour sur Mamba, qui est un candidat prometteur pour avoir une architecture meilleure que les Transformers.
et ainsi améliorer les performances de tout un tas de modèles de deep learning, en particulier des modèles de langage. Alors comment ? Et surtout pourquoi ? C'est pourquoi on veut se débarrasser des transformers d'ailleurs. Ils sont pas bons les transformers ? Si, en fait, ils sont même très bons. On Mais ne ils jure ont que leurs par eux en limites ce aussi. moment. Ah, on ne jure que par eux, clairement. Ils sont omniprésents, pratiquement, en ce moment, vraiment, ils sont partout. Mais ils ont quand même leurs limites. Pour rappeler ce que c'est qu'un transformer très succinctement, c'est un réseau de neurones équipé d'un petit atout supplémentaire qu'on appelle l'attention. Alors, d'une manière générale, un transformer, c'est simplement une fonction dans laquelle on rentre un groupe de nombres, on lui met un groupe, on lui met un gros groupe de nombres, donc un gros vecteur, tout simplement, dans la tête, et il nous renvoie un autre groupe de nombres en réponse, potentiellement aussi gros d'ailleurs, et ça peut paraître... alors, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une phrase en anglais, et puis en sortie, on peut avoir la phrase traduite en espagnol, par exemple. Tu vois, ce genre de truc. Phrase en français, phrase en espagnol, ce que vous voulez. Évidemment, tout ça, c'est converti en nombres, puisque forcément, le réseau ne manipule que des nombres, bien entendu, mais bon, moyennant une petite étape de conversion, on peut faire ça. On peut rentrer une phrase en français, et puis nous renvoyer une phrase en espagnol, par exemple. Alors, cette fonction, elle peut être inimaginablement complexe, évidemment, mais c'est pas grave, parce qu'on fait du machine learning, nous. Et donc, on va laisser la machine trouver une bonne approximation de cette fonction inimaginablement complexe en lui montrant plein d'exemples. Donc un transformer possède plein de paramètres qu'on peut régler pour qu'il devienne approximativement la fonction qu'on veut. Alors vous allez me dire, bon Coco, ça c'est pas un transformer, c'est super vague ce que tu nous dis. Et d'ailleurs, un simple réseau feed-forward avec des banales couches de neurones les unes derrière les autres, ça fait exactement ça. Donc un réseau feed-forward, c'est relativement simple. Hein. C'est feed-forward, c'est-à-dire qu'en gros on pousse vers l'avant, quoi. C'est-à-dire donc une entrée, on va dire, je sais pas, à gauche, on va dire une entrée, donc un vecteur, vous le rentrez dans une couche de neurones, les neurones y digèrent ça, en sortie, vous avez une sortie, un résultat intermédiaire, et vous le donnez à la deuxième couche, qui va le digérer, qui va donner un autre résultat intermédiaire, qui le donne à la troisième couche, et ainsi de suite, et vous pouvez faire ça 30 fois si vous voulez. Hein. Et à la fin, vous avez votre résultat définitif. Donc, un transformer, c'est un réseau comme ça, c'est un réseau multicouche simple comme ça, mais il a un petit truc en plus qui le rend très efficace. Parce qu'il faut bien se dire qu'on donne souvent énormément de trucs en entrée de cette grosse fonction, on donne énormément d'informations. Et quand on a un modèle de langage, par exemple, on rentre potentiellement des centaines de mots, même des milliers, des pages et des pages de documentation ou de livres qu'on encode évidemment pour en faire des nombres qui seront digérés par le transformer pour cracher sa réponse, hein, qui sera par exemple les probabilités du mot qui suit. Or, si tu utilises un réseau feed-forward simple, c'est tout à fait possible, hein, donc des couches de neurones simples comme ça, empilées les unes sur les autres, a priori, ces neurones ils vont prendre en compte tous les mots que tu lui rentres de manière équivalente. Il va faire attention à tout à la fois, si tu veux. Mais ça fait beaucoup d'informations. Ça fait même trop d'informations. Si on reprend l'exemple de la traduction en espagnol, le traducteur, quand tu traduis en espagnol, pour traduire une phrase en espagnol, tu vas pas prendre constamment l'intégralité de la phrase en compte pour traduire le premier mot, tu vois. C'est-à-dire, le premier mot, c'est probable qu'il soit, que les premiers mots de la phrase que tu veux traduire soit plus important que les derniers mots. Par exemple, si tu veux traduire, je sais pas, je m'appelle Guillaume, ça se traduirait en espagnol par me llamo Guillermo. Oui, ça ça va. Oui, ici, il traduit le prénom, oui. Voilà, moi ici, je traduis le prénom, on va traduire le prénom, c'est parce que c'est intéressant. Non je m'appelle Guillaume, me llamo Guillermo. Bon, voilà. Pour traduire le « je m'appelle », t'as pas besoin de regarder Guillaume à l'esprit, tu vois pas, t'as besoin de garder le prénom à l'esprit. Tu vois, si tu gardes perpétuellement tout le texte à l'esprit, mais en fait, t'es en surinformation perpétuelle, tu satures et t'es moins efficace. Donc, pour pallier à ça, un transformer, il va filtrer l'entrée en éteignant, ou au contraire en mettant en surbrillance, les mots qui, selon leur importance, les uns par rapport aux autres. Dans l'exemple qu'on a pris, là, l'importance de « mais » par rapport à « je » est maximale. Parce que pour traduire « je », tu vois, pour mettre « mais », il faut que je me concentre sur « je », tu vois. Par contre, l'importance relative de « mais » par rapport à Guillaume, elle est faible, puisque, je veux dire, « je », ça se traduit par « mais », mais Guillaume, on s'en fout, tu vois, quel que soit le prénom, tu traduis « je » par « mais », tu vois. Oui. Par contre, quand j'arrive au prénom, et que je dois traduire le prénom, évidemment, Guillaume, c'est le truc auquel je dois faire le plus attention. Tu vois, le jeu du début de la phrase ou le m'appelle, ils sont beaucoup moins importants en fait. Tu vois, en réalité, si tu veux traduire le prénom, t'as besoin que du prénom. Donc en fait, t'as un effet de focus, si tu veux. Quelque part, tu fais un focus sur les mots importants par rapport à ce que tu es en train de faire. Si tu es en train de traduire le prénom, tu auras le focus sur le prénom. Si tu es en train de traduire le début de la phrase, tu auras le focus sur le début de la phrase. Mais c'est pas la peine de tout prendre en compte de tout le temps, tu vois. Oui, ok. Et c'est ça, en fait. Mettre le projecteur sur ce qu'il faut en fonction du contexte,
ben c'est aussi une chose que le transformer apprend à faire à travers son mécanisme d'attention, et c'est ce mécanisme-là qui lui donne sa puissance, en fait, au transformer. Donc c'est ça qui le rend très puissant, qui le rend extrêmement utile. C'est pour ça qu'on a des GPT qui marchent, hein, sinon on n'en aurait pas. Et le truc, c'est que c'est pas gratos, tout ça. C'est-à-dire que ça se calcule, évidemment. Ça se calcule au moment de faire l'inférence, en fait, parce qu'il faut pour chaque couple de mots calculer une valeur d'attention. C'est ce qu'on appelle le KV cache, hein, souvent. Et ce cache-là, ben, en fait, il va avoir 100 valeurs si vous avez 10 mots. Parce que si vous avez 10 mots, ben, pour chaque mot, pour chacun des 10 mots, ben, il faut avoir une valeur pour chacun des 10 autres mots. Donc vous avez 10 fois 10, vous avez 100 valeurs. Ok. Le problème, c'est que si vous avez 100 mots, ben, du coup, vous allez avoir 100 000. Si vous avez 100 mots, vous allez avoir 10 000 valeurs. Mhm. Et du coup, si vous avez 100 000 mots, ben, ça commence à faire beaucoup de valeurs. Ça commence à faire beaucoup, ouais. Tu vois? Et en fait, ça croît au carré, quoi, donc ça croît très vite. Et donc, le réseau lui-même commence à peiner, en fait, quand il commence à y avoir des grands contextes comme ça très longs, ben, ça fait beaucoup de mémoire, ça fait beaucoup de calculs, et même de toute façon, le réseau commence à peiner parce que, ben, après, les valeurs d'attention, il y en a tellement qu'il a du mal à s'en servir, en fait. Donc, pour résumer, ben, les transformers n'ont pas une très bonne mémoire à long terme, cela dit. Ils ne peuvent pas retenir et manipuler efficacement des informations sur des très longues chaînes, sur des très longs contextes, sur des longues périodes. Donc c'est un problème pour le texte déjà, mais t'imagines en génétique. Si vous voulez analyser des chaînes d'ADN, les chaînes d'ADN, ça a des millions de bases. C'est monstrueusement long, oui. Et donc c'est pas gérable. Et c'est pour ça que Mamba existe. Alors Mamba parmi d'autres, hein, bien sûr. Donc pourquoi Mamba? Ben parce que Mamba, c'est un serpent et que les serpents, ça fait... Je rigole pas. Jusque-là, l'explication me suffit pas, Guillaume. Je vais pas te mentir. Je rigole pas parce qu'en fait, Mamba, c'est une architecture qui est basée sur une méthode qui s'appelle S6. Et S6 parce qu'il y a 6 S dans le nom. Ah, et cette méthode Jean-Michel S6... Acronyme n'a pas trouvé de solution. C'est exactement ça. Il a abandonné. Michel Acronyme a abandonné. Il s'est dit, bon, ben, il y a 6 S, on va l'appeler ça S6. Et d'ailleurs, ça repose sur une méthode qui s'appelle S4 parce qu'il y avait 4 S dans le nom. D'accord, ok. Hyper original, très bien. N'est-ce pas? Et donc S4 et S6, donc S4, ça veut dire State Space Sequence. Alors, attention, S4 et S6, ce sont des State Space Sequence Models. Donc ça fait déjà 3 S. Bon, ça fait 3 S de fait, ça y est, cela c'est bon, c'est State Space Sequence Model. Donc ça veut dire un truc assez simple en fait, hein, ça modélise des séquences de trucs, donc ça veut dire des séquences de base, des séquences de mots, des séquences de notes de musique, du son, enfin ce que vous voulez. Ça modélise ça sous la forme d'un gros vecteur dans un espace des phases. Donc state space, c'est espace des phases. Et c'est un espace des phases au sens physique, en fait. C'est-à-dire que c'est un espace de vecteurs qui représente complètement l'état d'un système quelconque. Voilà. Et d'ailleurs, bon, il y a des petits ponts comme ça avec la physique, mais enfin, ça aussi, c'est limite. Alors, dit comme ça, c'est assez marrant parce que c'est totalement analogue à un bon vieux réseau de neurones récurrents. Les réseaux de neurones récurrents, c'est des modèles anciens qui reposent sur un principe assez simple et qui est en théorie parfait. Ça veut dire que t'as pas besoin de rajouter ou d'enlever quoi que ce soit. Donc un réseau récurrent, ça veut dire que ça voit passer donc des informations les unes après les autres. Donc par exemple une suite de mots, typiquement. Donc par exemple une suite de mots, donc une phrase, pas une longue phrase, on lit chacun des mots, les uns après les autres, et à chaque fois, à chaque mot, on met à jour une mémoire, un état interne, qui reflète ce qu'on a appris de la séquence de mots. À partir de cet état, on va, si on veut, hein, on peut produire à chaque mot une sortie, ou alors on peut produire une sortie après avoir lu la phrase, par exemple. Donc si c'est une traduction, on va lire la phrase, après on peut produire la traduction. Ou bien alors, à chaque mot, on peut donner une valeur de toxicité, par exemple. Est-ce que la phrase que j'ai lue jusqu'à ce point-là, c'est une phrase qui est vulgaire ou dans laquelle il y a des insultes ou un truc comme ça? Ou alors tu peux donner un indice, savoir si c'est un texte joyeux ou triste, etc. Bon, voilà, ce genre de truc. Alors, un réseau récurrent, en théorie, c'est parfait. C'est-à-dire que ça gère des séquences de longueur arbitraire, hein, puis tu peux avoir des séquences infinies, hein, pourquoi pas. Il n'y a pas de limite. Sauf que dans la vraie vie, ça marche pas. Pour des raisons bassement pratiques, hein, c'est quasiment impossible à entraîner. Et même les raffinements, donc qui sont les LSTM ou les grues, dont on a parlé dans l'épisode dédié, hein, sont quasi impossibles à entraîner à très grande échelle. Donc on va pas rentrer dans les détails du pourquoi, mais en gros, remonter le temps c'est compliqué, et apprendre à gérer sa mémoire aussi c'est compliqué. Mais bon, quand même, l'aspect récurrent c'est cool, donc on aimerait y revenir, et c'est un petit peu ce que fait S4. Alors S4, donc il y a 4 S, tout simplement. Et les 4 S, c'est Structured State Space Sequence Model. Donc ça y est, on a nos 4 S, on est content. Et donc c'est comme le S3, mais avec structuré, quoi, avant. Donc c'est un modèle de séquence par espace d'état structuré. Alors pour être très simple, S4, c'est un réseau récurrent linéaire, tout simplement. C'est-à-dire qu'on utilise
Bah exact, c'est un truc récurrent, comme je viens de dire, mais on n'utilise que des matrices, en fait, des fonctions. Il n'y a pas de fonction d'activation non linéaire, il n'y a pas de truc compliqué. Finalement, on réapplique toujours les mêmes choses, en fait. On applique toujours les mêmes matrices, et voilà, la mémoire du réseau, elle est maintenue de manière assez simple, avec des trucs qui sont linéaires. C'est des trucs, quand c'est linéaire, c'est très cool, en général, parce que les formules, en général, sont beaucoup plus simples, et tu peux développer des trucs explicitement, tu peux dérouler les formules, les déplier. Et en réalité, tu peux les déplier tellement que finalement, tu peux faire tout le calcul en un seul coup, si tu veux. Donc, on élimine l'aspect temporel, et du coup, on gagne un aspect parallèle qui est exactement l'aspect parallèle qu'on a dans les transformers aussi. Et donc, S4 peut se paralléliser très bien, c'est un modèle qui est très rapide. Alors, si vous demandez d'où vient le mot structuré, structured, qui est au début, là, c'est simplement une contrainte structurelle sur la forme d'une matrice qu'il y a dans la formule, qui permet d'accélérer les calculs en pratique. En plus d'être linéaire, le processus d'ailleurs ne dépend pas du temps. Donc c'est un système qui est assez simple. Ces paramètres condensés dans quelques valeurs et matrices qui doivent apprendre à gérer en gros une version compressée de ce qu'elles voient passer, tout simplement. Finalement, tout revient à ça, à compresser les trucs. Le modèle voit passer plein de mots, plein de phrases, et il doit pas tout retenir, mais il doit retenir ce qui est pertinent pour la tâche qu'on lui demande. Donc il doit compresser efficacement les informations qu'il a eues, et avec les contraintes qu'il a, quoi. Donc S4, il est relativement simple et rapide à entraîner, il est plutôt efficace. Alors, par exemple sur du son, ou de la reconnaissance optique simple, pour reconnaître des chiffres ou des lettres, tu vois, reconnaître la voix, quand reconnaître que tu dis quelque chose, un mot par exemple, ça marche. Ça gère des séquences qui sont relativement longues, puisque sur les échantillons sonores, ça a été testé sur des échantillons génétiques aussi, sur des millions de paires. Mais bon, le problème, c'est que il n'est pas encore très malin. Le problème, c'est que c'est pas si malin, en fait. Parce que si tu prends des tâches linguistiques complexes, c'est pas suffisant, parce qu'en fait, tout bêtement, le système est trop simple. Et ça, c'est parce que, en partie, c'est pas linéaire. C'est parce que c'est linéaire, justement. Donc, c'est pour ça qu'il existe S6, qui reprend S4, et qui met des non-linéarités dedans, et qui renonce à l'invariance temporelle, ce qui complique pas mal de trucs, parce que rien n'est gratuit en ce bas monde. Donc S6 devient essentiellement une sorte de réseau récurrent New Age, donc voilà, qui utilise un mécanisme de discrétisation à pas variable pour faire une gestion mémoire. Sans rentrer dans les détails, les auteurs voient le réseau comme continu, en fait, en temps continu, et l'étape de discrétisation permet de sauter plus ou moins des entrées qui auraient plus ou moins d'importance selon le contexte. C'est l'idée générale, mais bon, c'est pas. Voilà. En gros, il faut retenir qu'il est sélectif. Donc S6, c'est un réseau récurrent qui est sélectif dans ce qu'il mémorise. Il a sa propre approche de la gestion de la mémoire à long terme. D'ailleurs, c'est quoi les 6S? Parce qu'il y a 6S maintenant, d'accord. C'est quoi les 6S? Oui. Donc S6, c'est pour Selective Scan Structured State Space Sequence Model. C'est pas une blague, c'est vraiment ça. Je comprends qu'il l'appelle S6. Tu comprends pourquoi on l'appelle S6, voilà. Donc on a tous les S, on a sélective, structure, state, space, tout ça, voilà, c'est bon. Et en fait, il manque que le scan. Et oui, parce qu'il y a ces selective scan. Alors pourquoi il y a scan? Scan, en fait, c'est une fonction PyTorch, scan, qui calcule les suites récurrentes, globalement assez vite, et on applique une fonction récursivement à un truc. Mais ça veut dire que en fait, les chercheurs ont dû s'asseoir sur les bonnes propriétés de S4, qui pouvaient tout faire à la fois, on pouvait tout déplier, tout calculer en un coup. Pour S6, en fait, ils ont dû se casser la tête pour super optimiser l'algo d'entraînement sur des GPU. Donc, en fait, il faut être super efficace, il faut faire super gaffe de pas trop utiliser la mémoire pour réduire au maximum les besoins en bande passante, quitte à recalculer des trucs d'ailleurs, même si tu calculé plusieurs fois des trucs au lieu de les stocker. Et donc, ils ont mis au point une fonction de scan customisée pour faire le plus vite possible. Donc, il faut bien se rendre compte, quand on parle de vitesse dans ce genre de truc, que la vitesse de calcul, c'est pas juste du confort. C'est pas j'attends 35 minutes au lieu d'attendre une heure. Non, c'est la différence entre c'est possible et c'est pas possible. Parce que c'est vraiment des différences d'ordre de grandeur importantes qui permettent ou non d'entraîner ce monstre de 100 milliards de paramètres. Tu vois, il faut être suffisamment rapide sur une suffisamment grande échelle pour que ce soit possible d'entraîner un monstre de 100 milliards de paramètres, parce que si tu le fais pas, c'est juste pas possible, tout simplement. Donc d'ailleurs, c'est ce qui a été fatal aux architectures récurrentes plus anciennes. C'est leur incapacité à passer à très grande échelle qui a été fatale. Bon, en l'état, donc S6/Mamba est déjà passé à une échelle prometteuse, mais pas encore énorme, puisqu'ils ont fait un modèle de langage de 3 milliards de paramètres, qui est compétitif avec la concurrence. Donc la concurrence, c'est Transformers et Roi Couve. Donc c'est le
le concurrent qu'ils ont aussi choisi dans le truc. Pour le langage, hein, et bon, alors, par contre, ils sont bien meilleurs sur l'ADN, hein, avec 1 million de bases, c'est clair qu'ils sont imbattables. Et donc, Roikouv. Oui, Roikouv, qui est donc aussi une autre alternative, parce qu'en fait, il y en a plein. Et d'ailleurs, Roikouv est aussi une résurgence de modèles récurrents. Et il y a plein de concurrents, en fait. Il y a Hyena, il y a H3. H3, ça veut dire Hungry Hungry Hippos. Donc, bon, tu vois, ils sont Ouais, pas ils ont avares. reproduit le concept, ça va, en termes de nommage, ça va. Et ce qui est marrant, en réalité, c'est qu'il y a énormément d'effervescence là-dessus. C'est ça la science, hein. Les modèles s'appuient les uns sur les autres, ils mutent, ils se raffinent, ils se mesurent les uns aux autres. Et puis à un moment, il y en a un qui est adopté jusqu'à ce qu'il arrive un truc encore mieux. Et donc il y a toute une histoire derrière Mamba, toute une filiation, si tu veux, qui remonte jusqu'au réseau récurrent et qui emprunte à plein de choses en réalité. Et bon, peut-être c'est un successeur des Transformers, il pourrait ne pas d'ailleurs aussi, hein, il pourrait s'avérer que finalement c'est trop dur d'avoir de plus gros modèles, hein, c'est-à-dire qu'il passe pas à l'échelle lui non plus, c'est possible, Ouais. à grande échelle. Ou bien que la mémoire à long terme n'est pas une précision suffisante, c'est-à-dire que le truc finisse par oublier, voilà, de pas suffisamment bien être sélectif, quoi, on ne sait pas trop. Mais bon, il pourrait aussi réussir. Et s'il réussit, ça ouvrirait la porte à encore plus d'applications pour les outils IA. Donc des chatbots, par exemple, avec une mémoire à long terme, c'est-à-dire qu'ils peuvent retenir spontanément des mois ou des années de discussion, Ah oui, ou ok. qui ont un accès Vache, ça direct à change des la donne. masses énormes de documentation. Ah oui. Tu pourrais imaginer, donner toute la documentation de ta boîte directement dans le truc, et puis il les prend, et puis il le retient, et puis après tu peux discuter dessus. Tu peux aussi imaginer des IA qui analysent les séquences génétiques. Tu peux imaginer des nouveaux algos pour le son, qui traitent le son comme une séquence. Pour la musique, et puis bon, en bonus, Mamba est plus rapide aussi, à l'inférence que les Transformers. Transformers modernes, par rapport à un Transformer moderne, ils sont 5 fois plus rapides à l'inférence. Donc, ça pourrait être prometteur. Donc voilà, là, on a fait un mini survol de Mamba, hein, mais ça montre l'importance fondamentale de la bonne gestion de la mémoire, quelles sont les problématiques actuelles qu'on essaie de dépasser sur les Transformers. Et donc, on essaie, voilà, il y a Mamba, puis il y a les autres, il y a plein de possibilités, et voilà, on essaye de dépasser ce truc-là, on va voir si on y arrive cette année. Du coup, c'est génial, Guillaume, parce que tu nous laisses entreapercevoir le fait qu'il y a peut-être des solutions à appliquer au sujet des problèmes de ces intelligences artificielles génératives, c'est les fenêtres de contexte. Et puis, tu nous as donné des exemples hyper concrets à la fin de tes explications de qu'est-ce que ça pourrait changer. Mais il reste un problème de poids, Guillaume, et tu nous l'as suffisamment répété, c'est que les IA génératives, elles hallucinent tout simplement. Et ça, monsieur n'a pas de solution encore, hein. Mais écoute, c'est vrai qu'en attendant, on a plein de chatbots qui racontent des conneries, donc comment limiter la casse? Alors, chez Stanford, c'est des pragmatiques. Ils se disent, bon, souvent quand on se pose une question, la réponse est dans Wikipédia. Donc utilisons Wikipédia. Forçant un modèle de langage à chercher dedans avant de raconter sa vie imaginaire comme ça. Donc ils ont imaginé un framework qui s'appelle Wikichat et qui est un peu lourd, puisqu'il suppose que vous ayez toute la wiki, en fait, tout l'index de la wiki en mémoire, en gros. Et pour faire une sorte de RAG, une RAG sophistiquée dessus. Alors le RAG, c'est quoi? Donc RAG, c'est un truc que vous avez peut-être déjà vu passer. RAG, RAG, c'est Retrieval Augmented Generation, donc la génération augmentée par le fait d'aller retrouver des données ailleurs. Alors c'est super à la mode, vous avez déjà vu ça de toute façon, puisque Bing le fait tout le temps. Et Copilot aussi encore plus, c'est la génération du modèle qui utilise des données externes, que le modèle n'a pas, mais qui sont stockées par ailleurs, dans un format qui peut être proche et adapté à celui du modèle, ou qui pas nécessairement d'ailleurs. Donc l'idée, c'est que quand on demande un truc, soit le modèle, soit un programme d'analyse syntaxique qui lit le prompt, décide d'aller d'abord chercher des données sur la question pour ancrer le modèle dans les faits. Une fois que les données pertinentes ont été trouvées, on les injecte dans le prompt, et le modèle s'en sert pour générer la réponse finale. Bon, un exemple simple, hein. Si tu lui demandes « Prometheus est-il un bon film ?» Donc soit le modèle décide parce qu'il a été entraîné à aller se documenter sur IMDb, soit parce qu'en amont, on voit que tu poses une question sur un film et que donc on va aller sur IMDb. Tu vois, on va chercher, donc qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, on va se dire, ok, allons sur IMDb chercher une note de Prometheus, et ensuite on va créer on va chercher une note, et après on va créer un prompt du genre. Prometheus a obtenu la note de 7 sur 10 sur IMDb, mais Guillaume Poggiaspala de Tech Café dit que c'est une grosse merde. En se basant sur ces faits, voici la réponse informée et respectueuse que je pourrais faire. Et là, il génère sa réponse creuse habituelle. Bon, voilà. Donc, c'est exactement ce système, tu vois, avec plus d'étapes. Je m'inscris en faux, hein, vous l'avez compris. Bien sûr. Mais c'est exactement ce système qui est utilisé dans Wikichat, sauf qu'il y a plus d'étapes. Il y a 7 étapes, en fait.
Donc on récupère des faits sur le sujet en question, on résume tout ça avec le LLM, on extrait les faits, on produit un brouillon de réponse avec les faits reformulés, et finalement on produit une réponse finale plus concise à partir de ça. Et donc c'est beaucoup plus long, et ça prend pas mal de mémoire, parce que bon, l'index de Wikipédia c'est 100 Go de RAM, 35 gigaoctets si on garde le truc sur disque en majorité, mais c'est sans compter le modèle de langage d'ailleurs, hein, donc tout ça explique que j'ai pas testé. Mais bon, le bon côté, c'est que Wikichat est un modèle augmenté qui n'hallucine presque plus. En fait, il dit la vérité, enfin il dit vrai, il dit des choses factuelles dans 97% des cas, ce qui est 55% de mieux que GPT-4. Donc c'est une possibilité, ça, pour réduire les fabulations des modèles, hein, c'est de les ancrer dans le réel, de force, hein. Mais bon, évidemment, ça nécessite aussi une infrastructure supplémentaire au-dessus. C'est-à-dire c'est plus juste un LLM, c'est un LLM augmenté, parce que rien n'est gratos, ça, décidément, ma pauvre dame. Ah, tout se paye, tout se monnaie et tout se négocie. Excellent, Guillaume, ça commence à nous faire peur du coup d'avoir trop de contenu sur le web qui est généré par les machines. Oui, on a peur qu'Internet soit bientôt rempli, envahi, submergé de contenu généré par des machines, et je dis, c'est idiot. Le web est déjà rempli et submergé de contenu synthétique. Et cette semaine, il y en a une illustration cocasse qui nous est venue d'Amazon, où on avait des caisses d'objets à vendre avec des noms assez originaux comme « Désolé, je ne peux donner suite à votre requête », qui est une superbe chaise de jardin, ou bien « Désolé, votre demande va à l'encontre de la politique d'OpenAI », qui est, je trouve, un petit peu cher pour une commode avec que 3 tiroirs. Bon, c'est un peu partout sur Internet, hein, sur Amazon, mais aussi sur X, on peut voir ces exemples de messages spam générés par ChatGPT et qui est trahi par la présence de messages d'erreur, hein, tout simplement d'OpenAI, qui trahit aussi d'ailleurs un mec qui a la flemme de relire ce qu'il poste en ligne et qui sait pas tester un prompt avant de lancer son script. Mais bon, comme on l'avait déjà dit, pour chacun de ces messages flemmards, combien passent inaperçus? Peut-être 10 ou 50 fois plus. Pourtant, il y a un autre pan entier du web qui est déjà synthétique et dont on n'a pas forcément conscience, c'est que le web en fait est traduit automatiquement en grande partie. Il y a une étude d'Amazon, d'ailleurs, ironiquement, qui quantifie la part de web traduit par des machines, et c'est très conséquent. Donc, pour en déduire ça, ils ont pris un gros dataset extrait du web généraliste, hein, donc The Pile. Donc, c'est du texte sur Internet, c'est plusieurs gigas de texte qui ont été extraits d'un petit peu partout. Et donc, ils ont pris des phrases, hein, voilà, donc ils ont cherché les traductions dans le même dataset. Et en fait, 9,4% des phrases en anglais ont au moins une traduction, et c'est aussi le cas de 17,5% des phrases en français. Donc le nombre de traductions dans les différentes langues est d'autant plus grand que les langues sont peu représentées sur le web. Donc c'est langues moins utilisées. En moyenne, les 10 langues les moins représentées sont traduites en presque 9 langues différentes. Donc, justement, ces langues sont donc massivement traduites, et donc, en plus, au plus elles sont massivement traduites, au plus la qualité des traductions de chacune est faible. Donc c'est ça aussi la qualité qui trahit une haute probabilité et donc probablement une haute quantité de traduction automatique. Ce qui fait qu'au total, quand tu as des langues qui sont faiblement représentées de base, et que tu as à chaque phrase, tu as 9 autres phrases dans 9 autres langues différentes traduites à l'arrache, ça veut dire qu'en fait, pour ces langues-là, tu as une large part, si ce n'est la majorité du web de ces langues qui est synthétique. Tu vois. Et c'est aussi vrai, dans une moindre mesure, pour le français d'ailleurs. Donc tu as une énorme part, en fait, du web disponible, hein, dans pas mal de langues, hein, finalement, qui soit à la fois synthétique et d'ailleurs de qualité médiocre. Donc c'est aussi un danger pour l'entraînement des futurs modèles de langage, hein, qui seront fatalement moins performants avec Ils langue vont en question. aller lire ça pour s'entraîner. Et ouais, elles vont aller lire ça pour s'entraîner, donc c'est des exemples qui sont pas très bons, quoi. Donc il faut trouver du bon contenu, des données de qualité, et ça, c'est devenu le nerf de la guerre. Parfait. Et on continue aussi à regarder ce qui se passe en matière de génération d'images, Guillaume, non? Ouais, en ce Génération moment, d'hommages. bah oui, parce qu'en ce moment, c'est assez dingue de voir l'effervescence autour de la génération d'images et de vidéos. On a toujours plus Ouais. de modèles qui sont toujours plus efficaces. On a eu récemment Playground V2, des fonctions de zoom de l'espace, vraiment avec magnifique. Et un modèle complètement neuf qui s'appelle Pixar Delta, qui cumule un petit peu toutes les fonctions séparées jusque-là avec Stable Diffusion. Donc Pixar Delta, par exemple, il intègre directement le LCM. C'est une méthode qui permet de converger très rapidement, donc concrètement, ça génère des images beaucoup plus vite. Il intègre aussi les contrôles nets pour forcer la génération à suivre des contours, des silhouettes, donc voilà, pour contrôler mieux donc la génération. Et il est de toute façon plus rapide que SDXL, donc il est aussi beaucoup plus rapide à entraîner. Ça prend une journée sur une très grosse GPU haut de gamme pour le faire, donc ce qui est vraiment impressionnant. Trop tôt pour dire si PixArt sera le prochain Stable Diffusion ou pas, mais bon, c'est possible. Donc on a toujours autant de nouveautés, et bon, c'est cool, hein, mais en regard de ça, on a aussi un clash à chaque fois
qu'une marque utilise l'IA générative pour du matériel promotionnel. On a eu dernièrement Wizard of the Coast, qui a utilisé donc, manifestement des miriages pour illustrer du Magic. On a eu Mhm. Apex Legends, qui a utilisé aussi du génératif. On a eu Wacom. Ils ont tous été épinglés pour avoir utilisé aussi des images d'une qualité, c'est vrai, vraiment pas folle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les repère aussi, faut pas se mentir. Un jour prochain, c'est scandale sur X cesseront parce qu'on n'arrivera plus à les repérer. Bon, à moins que les mecs continuent d'être vraiment super flemmards et d'utiliser des images nulles sans queue ni tête, comme chez Wacom. Wacom qui poste un dragon chinois qui a bien une tête, mais qui a une queue vraiment étrange pour le coup. Parce que Wacom, d'ailleurs, quand même, c'est fou, que Wacom, une marque qui est complètement dédiée aux artistes, utilise une illustration qui ressemble à rien, générée à l'arrache sous Stable Diffusion, c'est quand même un comble. Bizarre, ouais. C'est quand même ça aussi qui est épinglé, quoi. Genre, mais qu'est-ce que vous foutez? C'est vraiment ridicule. Donc, on voit passer des expressions comme boîte de Pandore sur X, et effectivement, je pense qu'elle est ouverte. Je vois pas comment il pourrait en être autrement. D'ailleurs, encore récemment, Square Enix disait vouloir utiliser l'IA générative de manière, je cite, agressive. Bon, certainement pas d'ailleurs que pour les images, mais bon, voilà, aussi, sans doute. Donc non, c'est pas fini. Après, c'est sûr que ça éliminera pas le besoin d'artiste, évidemment, parce que c'est facile de faire une image. Tu veux dire, tu télécharges, je sais pas, un modèle adapté de Laura et tu fais une meuf à gros seins magnifique, voilà. Tu vois, faire un rendu en 4 secondes qui est potable si tu regardes pas trop dans les coins, c'est facile. Mais bon, avoir une véritable vision artistique, avoir du goût, produire un travail de qualité, ça restera du boulot. On aura toujours besoin de gens derrière les outils. Après, évidemment, toute la question, c'est combien. Effectivement, une histoire de dimensionnement. Et donc, du coup, un usage très concret, ce sont les deepfakes, Guillaume, qui sont pléthore désormais. Ça ne s'arrête pas. Oui, on peut évoquer que NBC News a fait sa petite enquête sur Google et Bing pour trouver du deepfake porno, les petits coquins. Alors, c'est même d'ailleurs spécifiquement du faux porno avec des célébrités. Donc des pornos avec des images de célébrités collées dessus. Et ben voyez-vous ça, ils en ont trouvé. Ils sont contents. Donc le fait que les deepfakes porno existent, bon ça va, j'espère. Bon, le fait qu'il y en ait aussi plein partout, ça aussi c'est pas un scoop. Le fait qu'on puisse les trouver en tête des résultats d'une simple recherche sur les plus gros moteurs de jeu du moment, ça peut un peu plus s'interroger. Alors à la base, bien sûr, Google fait son boulot, je veux dire, son boulot c'est de te trouver ce que tu cherches, donc il fait juste son boulot. Le souci c'est que c'est du contenu illégal parce qu'en général, les célébrités en question sont pas trop d'accord. Et en fait, Google te donne aussi même des logiciels pour en faire toi-même. Il est quand même sympa ce Google. Alors le chatbot Bing, par exemple, refuse de donner des résultats des deepfakes, lui, tu vois. Donc il y a encore une casse-tête de modération, qui s'étend bien entendu aussi sur YouTube et ailleurs, puisque les deepfakes se multiplient aussi là-dessus. Donc tu commences à avoir des clones virtuels de Taylor Swift, de Joe Rogan, d'Oprah, de The Rock, qui deviennent la routine. Donc des pubs pour des arnaques sur YouTube, et YouTube qui réagit pas très très vite. Quelqu'un a listé 1600 vidéos sur lesquelles on avait donc des arnaques avec des clones de célébrités. Et l'ensemble des pubs sur ces vidéos ont totalisé 195 millions de vues. Donc la plupart sont désormais offline d'ailleurs, mais bon, ça donne une idée de l'ampleur du problème. Parce que cette liste, forcément, c'est sans doute une partie émergée d'un iceberg qui doit être assez massif. Donc le même souci existe bien sûr partout en plus, sur X et sur TikTok. Pour le moment, c'est encore un phénomène qui est très anglo-saxon, puisqu'on a des arnaques pour Medicare, pour c'est même très américain, parce qu'on a des arnaques pour Medicare, pour des prêts étudiants, ou pour un chèque stimulus inflation supplémentaire. Mais ça viendra aussi ici. Il ne faut pas se faire d'illusions, donc il faut falloir vraiment redoubler de prudence. En règle générale, faites confiance à personne ni à rien. Parano Power. Ouais, c'est malheureusement un peu difficile à vivre au quotidien, mais je pense que c'est effectivement le plus sûr. Et puis on va terminer dans la logique, dans les doublages sans comédien, quoi, sans humain, sans voix issue de viande réelle, quoi. Alors oui, donc voilà, en tout cas, c'est toujours de l'IA avec, c'est toujours l'IA et le domaine artistique, puisqu'il y a eu un accord entre la SAG-AFTRA, donc le syndicat des acteurs américains, et Replica Studio, une boîte tech spécialisée dans le voice cloning, le clonage de voix. Clonage de voix d'acteurs utilisé entre autres, mais en particulier dans les jeux vidéo. On avait parlé d'ailleurs il y a peu de l'utilisation de la voix d'un acteur mort par CD Projekt. Ouais. Bon, ça c'était avec l'accord de la famille, et dernièrement, on a vu aussi, on a entendu aussi plutôt, que dans le shoot multi The Finals, il y a eu un scandale parce que justement ils ont utilisé des voix de synthèse. Donc ils n'ont pas pris d'acteurs, juste de la synthèse vocale, dernière génération, qu'ils utilisent parce que c'est plus facile et plus rapide, tout simplement.
Ils peuvent modifier les dialogues comme ils veulent, et tu vois, ils n'ont pas de réenregistrement à faire, tout est fait immédiatement, et voilà. C'est super rapide, et donc ils sont contents. Des explications qui ne satisfont pas tout le monde, et d'ailleurs certains affirment que c'est un peu bidon, puisqu'un acteur connu pour ses voix dans Genshin Impact ou Evil West, qui s'appelle Jenny Matragrano, qui dit que c'est faux en réalité, que c'est une problématique qui est déjà connue et qui est déjà résolue. Les acteurs peuvent faire et refaire des sessions de multiples fois et assez rapidement, que ça se fait beaucoup, qu'en fait c'est assez facile et que bon, les mecs de The Finals, ils disent que c'est super compliqué, mais en réalité c'est pas vrai. Bon. En plus, les qualités des voix de synthèse sont bonnes, mais pas super non plus. Faut bien avouer qu'on sent qu'il y a un petit côté un petit peu étrange. A priori, pourtant, la SAG-AFTRA a obtenu des accords qui sont pas absurdes, puisque elle a obtenu que les acteurs puissent, disons, ils peuvent s'entendre par contrat avec Replica, qui pourra effectivement utiliser leur voix. Les acteurs approuveront ensuite ou non l'usage de leur réplique par tel ou tel studio, et ils seront rémunérés. Ils peuvent aussi d'ailleurs se retirer du deal, et donc emporter leur voix avec eux. Mais en faisant ça, quelque part, le syndicat entérine aussi le fait que les doubles synthétiques deviennent de fait, des concurrents finalement des acteurs eux-mêmes. Sans leur accord, leur voix ne sera pas utilisée dans un jeu, d'accord, mais c'est pas pour ça que le boulot en question sera toujours disponible et leur reviendra. Et en réalité, aucun acteur n'est ravi de la situation, aucun ne veut voir sa voix clonée. Ils veulent faire le boulot, eux, et être payés pour. Et là, la voix est protégée, ce qui est positif, mais pour ce qui est de la sécurité de leur emploi, et des niveaux de salaire, en fait, il n'y a rien dans cet accord. Et finalement, ça entérine plus un état de fait désolant qu'autre chose. Et la SAG-AFTRA, en plus, a écrit qu'elle agit au nom des acteurs pour les protéger, tout ça, en leur nom. Et puis beaucoup se sont exprimés pour contester ça en disant que la SAG-AFTRA, elle parle peut-être en leur nom, mais eux, on leur a pas demandé leur avis, quoi, tu vois, donc bon. Pour l'instant, l'accord ne concerne que Replica en plus, mais bon, d'autres pourraient suivre sur le même modèle. Des accords dont certains aspects sont nécessaires, mais qui semblent pour une majorité de professionnels n'être en tout cas pas suffisants. Au sujet des mouvements des comédiens contre l'intelligence artificielle qui les remplacerait dans leur métier, j'ai vu passer, malheureusement je me rappelle plus son nom, mais la voix française de Sangoku, entre autres. Je sais plus si tu vois qui c'est, mais voilà, elle a pris la parole, elle est très investie sur les réseaux sociaux, elle est très présente et elle a sensibilisé son public sur ce sujet-là. Et il y a une pétition d'ailleurs qui est en cours de signature. Je ne suis pas certain que la pétition puisse avoir de grands effets et de grandes portées. Malheureusement, c'est un peu la nature même des pétitions à mes yeux, mais la démarche est là. Merci beaucoup, Guillaume, pour la préparation de ce supplément sur lequel mon ordinateur n'a pas résisté à la masse d'informations pertinentes que tu as pu nous partager. Le disque dur, en tout cas, est en train de commencer à souffrir. Saturé, problème d'attention, tu vois. Ouais, peut-être, va savoir. Je vais creuser ça, évidemment. En attendant, de votre côté, si vous n'avez pas eu de problème à digérer l'intégralité du contenu de cet épisode supplément qui vous permet de gagner en expertise, n'hésitez pas à le faire savoir à tout le monde sur les apps de podcast comme Apple Podcasts ou Podcast Addict. N'hésitez pas à interagir avec nous sur techcafé.fr/Discord. C'est l'adresse du serveur Discord, vous en serez douté. Ou sur les commentaires sur techcafé.fr. Et puis, bien entendu, vous pouvez nous retrouver à titre individuel. Et pour cela, c'est facile. Il faudra peut-être demander avant tout à Guillaume où est-ce qu'on peut le retrouver. On va me retrouver à tester Pixar Delta parce que je viens de découvrir qu'il ne faut que 8 gigaoctets de VRAM. J'ai tout ce qu'il faut. C'est complètement accessible. Très bien. Merveilleux. De mon côté, je vais aller nourrir mon Mamba dans son aquarium ou dans son, comment on dit, son vivarium peut-être plutôt. Quand tu parles de ton Mamba, ça peut être diversement interprété. Ah oui, j'y avais pas pensé. Alors qu'évidemment, la totalité des auditeurs vont avoir fait le lien, petit coquinou que vous êtes. Au passage, il s'agit de l'herpétologie. En fait, c'est plutôt l'étude des reptiles. Donc, je ne suis pas certain que ce soit que les serpents. Voilà, il va falloir continuer à chercher pour trouver le bon terme. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous me retrouvez sur guillaumbordet.fr, sur les réseaux sociaux et dans quelques jours dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.